Sixième partie sur le patrimoine matériel et les autres formes de patrimoine. Parce que jusqu'ici, on a insisté sur le fait que le patrimoine, c'est ce qui matérialise une idée, ce qui matérialise une identité, ce qui matérialise ce qui rassemble une société, en fait. Or, le patrimoine n'est pas toujours matériel. Il y a d'autres formes de patrimoine. Et on va voir cet exemple à travers le patrimoine, enfin on va voir ce problème à travers un exemple, l'exemple du patrimoine breton. Le patrimoine de la Bretagne, au fond, n'a pas beaucoup d'objets matériels, à des monuments, évidemment, mais qui ne sont pas extrêmement nombreux, et en tout cas pas à la hauteur de la dynamique de réaffirmation de l'identité bretonne à laquelle on assiste au moins depuis les années 60-70, même s'il y a eu d'autres époques antérieures de réaffirmation de l'identité bretonne. Et donc, on a un mouvement en Bretagne de recréation d'un patrimoine ou de revitalisation d'un patrimoine et qui n'est pas forcément un patrimoine matériel. Alors, il y a des tentatives, une tentative récente assez spectaculaire, voilà, quand le patrimoine matériel fait défaut, justement, pour prendre l'exemple du patrimoine breton, qui n'a pas un patrimoine matériel à la hauteur de la dynamique à laquelle on assiste, c'est l'exemple de la vallée des Saints. La vallée des Saints est un espace d'exposition dans les Côtes d'Armor, créé dans les années 2010, où l'idée est de mettre en scène des statues représentant les saints bretons, qui est une façon de rattacher la Bretagne à son identité catholique. Et l'objectif est d'avoir 1000 statues. Alors ces statues, ce ne sont pas juste des nains de jardin, ces statues font entre 3 et 5 mètres de haut. Donc 1000 statues, c'est spectaculaire. À ce jour, il y en a à peu près 200. Donc c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant. Mais à côté, il y a une autre forme de réaffirmation et de construction du patrimoine breton. C'est ce qu'on voit à travers, par exemple, cette photographie prise en 1974 au Festival interceltique de Lorient. Le Festival interceltique de Lorient, c'est un festival avant tout de musique, de danse, autour des danses et des musiques des pays celtes, que ce soit la Bretagne, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles. Et vous voyez ici Alan Stivell, qui est la personnalité qui a sans doute le plus fait depuis les années 60 pour faire revivre le patrimoine culturel breton, mais à travers le patrimoine musical. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on le voit, qui apprend l'andro, qui est la danse bretonne la plus connue, à Joan Baez, qui est une chanteuse américaine qui a joué un très grand rôle dans le développement de la musique folk aux États-Unis, particulièrement dans les années 60-70, et donc elle était invitée au Festival de Lorient ce jour-là, et Alan Stivell lui apprend à danser l'andro. Et on voit ici l'idée d'un patrimoine qui n'est pas matériel. La danse, ce n'est pas matériel, la musique, ce n'est pas matériel, et d'un patrimoine en même temps qui se veut ouvert à d'autres cultures, à des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est le travail qui a été fait à travers la patrimonialisation de la langue bretonne, parce que il y a une langue dans l'ouest de la Bretagne, la langue bretonne, dont on a souhaité faire un élément de patrimoine à conserver et à transmettre et à développer, à moderniser aussi, à l'adapter au monde moderne. Et c'est le travail qui a été développé dans les écoles d'Iwan depuis les années 70, des écoles laïques, gratuites, en breton, où on parle vraiment breton dans tous les cours. Donc ça, c'est un travail de patrimonialisation d'éléments qui ne sont pas matériels. Et on voit ici se construire un patrimoine qui a tout à fait valeur de patrimoine, mais qui n'est pas basé, ou qui n'est que partiellement basé sur des objets matériels. Donc c'est une autre façon que celle de la vallée des Saints, une autre façon de construire un patrimoine rattaché à une identité régionale.
Et on le voit aussi, c'est pas nouveau, ça date pas seulement des années 60-70 avec Alan Stivell ou avec les écoles. Depuis la fin du 19e siècle, on voit ici en 1913, au musée de Bretagne à Rennes, il y a une salle consacrée aux cultures populaires bretonnes. Et vous voyez les meubles bretons avec le fameux lit clos au fond, le rouet, le vaisselier, enfin des éléments de la vie quotidienne des fermes bretonnes qui est mis en valeur dans un musée. Alors, en fait, ce ne sont pas les objets qui comptent le plus ici. Ce qu'on patrimonialise, c'est d'abord le mode de vie que ces objets représentent. Et un mode de vie, c'est pas vraiment un objet matériel. Donc, les objets matériels ne sont là, en fait, que pour contribuer à la patrimonialisation d'un mode de vie. Et depuis les années 80, 1980, il y a un vrai développement de ce qu'on appelle les écomusées. Rien que dans le département de la Manche, des écomusées, il y en a 6. Et l'un des plus importants, c'est le musée du bocage normand à Saint-Lô, où on présente des objets qui ont une réalité matérielle, certes, mais qui représentent d'abord un mode de vie, et à travers ces objets, ce qu'on patrimonialise, c'est le mode de vie, ce sont les pratiques culturelles. On appelle cette démarche consistant à transformer en pièces de musée des objets qui n'étaient pas conçus pour être des pièces de musée, qui sont au départ des objets du quotidien le plus prosaïque, le plus trivial. On appelle cette démarche la muséalisation. On a muséalisé des modes de vie traditionnels en faisant des éléments de patrimoine. Et de ce point de vue-là, l'UNESCO encourage cette patrimonialisation des modes de vie, voire même cette muséalisation, si à partir du moment où on en fait des pièces de musée, ça devient de la muséalisation. Si on regarde la chronologie à nouveau de l'histoire de l'UNESCO, on voit que en 2003, l'UNESCO a fait signer une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et justement, dans le patrimoine mondial de l'humanité, voilà, on a reconnu le patrimoine immatériel. Dans le patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, on voit qu'il y a, en 2019, on est à 1121 biens, avec des sites culturels bien évidemment, mais aussi on voit 549 éléments au patrimoine immatériel. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans ce patrimoine immatériel, par exemple en France? Pour revenir à la culture bretonne, il y a le fest-noz, ces fêtes où on danse, le fest-noz breton fait partie du patrimoine immatériel, le repas gastronomique français. Et ça, c'est un élément fort du patrimoine français. La dentelle au point d'Alençon, par exemple, pour prendre un exemple normand. L'équitation à la française, la façon dont on monte à cheval en France, voilà. Mais aussi le carnaval de Granville fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les parfums de Grasse, par exemple. Grasse, cette ville provençale qui est la capitale mondiale des parfums. En fait, on voit des patrimoines qui ne sont pas tout à fait des monuments comme on l'imagine, des monuments matériels. Donc on voit se développer des patrimoines immatériels. Et il n'y a pas que les patrimoines immatériels, puisqu'on voit sur la liste qu'il y a 213 sites naturels, alors des sites mixtes, donc qui sont à la fois culturels et naturels, mais on voit qu'il y a aussi un patrimoine naturel. Ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisque c'est en 1948 que l'on a créé l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, et l'UICN visait à conserver la nature, considérant que les sites naturels méritent eux aussi d'être conservés, d'être transmis, parce qu'ils portent le témoignage du passé, eux aussi. Donc, il existe un patrimoine naturel. Et l'UNESCO l'a reconnu d'ailleurs dès 1972. On voit que la Convention du patrimoine mondial inclut le patrimoine culturel ainsi que le patrimoine naturel. Et en 2001, on voit qu'il y a eu une convention pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Donc voilà, les épaves, les vestiges engloutis, ce qu'il y a sous l'eau. Donc un patrimoine ici souvent mixte, parce que vous avez à la fois du naturel et du culturel. Si on prend
Voilà, ce patrimoine naturel qu'on a identifié. Les titres sont souvent un peu en retard sur les commentaires. Si on reprend la liste des critères de l'UNESCO, voilà, pour choisir si un objet peut faire partie du patrimoine de l'humanité, l'UNESCO utilise 10 critères. Alors évidemment, le premier critère tombe sous le sens. Pour faire partie du patrimoine mondial, il faut qu'un objet représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Donc, un monument, évidemment, à partir du moment où on considère que c'est vraiment un chef-d'œuvre du génie créateur humain, bon, on l'inclura dans le patrimoine de l'UNESCO. Alors c'est le cas du Mont-Saint-Michel, par exemple. Voilà. En même temps, on inclut aussi, on peut aussi retenir, et là, la plupart des objets retenus dans le patrimoine mondial rassemblent plusieurs critères. Alors, ça peut être le critère 2, témoigner d'un échange d'influence considérable pendant une période donnée, dans une ère culturelle déterminée. Quand on parle d'un échange d'influence, c'est justement un objet qui témoigne d'influences diverses, de plusieurs influences, du croisement d'influences, et qui se sont auto-fécondées et qui se sont métissées. Et on voit là, évidemment, l'idée de l'encouragement à la diversité culturelle. Le critère 3 est différent. On parle ici d'un témoignage unique ou du moins exceptionnel, bon, évidemment il faut que ce soit unique ou exceptionnel parce que sinon tout rentrerait dans le patrimoine de l'UNESCO, sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Alors là, ça peut être évidemment un objet matériel, ça peut être un monument, mais ça peut tout à fait être quelque chose d'immatériel, là aussi. Ensuite, critère 4, un type de construction d'ensemble architectural. Bon là, il s'agit vraiment de monuments, de quelque chose de matériel. Et puis, bon, si on continue, hein, un exemple éminent, donc critère 5, un exemple éminent d'établissement humain traditionnel. Ici, il s'agit de formes d'habitat qui n'ont pas été conçues pour être monumentales. Donc, ici, on voit que ce ne sont pas des monuments, ce sont des choses qui peuvent être tout à fait triviales, prosaïques et correspondre à la vie quotidienne la plus simple, mais dans la mesure où ça témoigne d'un type d'établissement humain, eh bien ça mérite d'être inclus dans le patrimoine de l'UNESCO. De même, alors oui, critère 6, être directement matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances, des œuvres artistiques, littéraires, etc. Ici, on a l'idée du patrimoine immatériel, justement, qui est clairement affirmée. Les 4 derniers critères sont complètement différents. Le critère 7, représenter des phénomènes naturels, des airs d'une beauté naturelle, d'une importance esthétique exceptionnelle. On voit là le patrimoine naturel. De même, le critère 8, être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre. Ici, il s'agit vraiment d'éléments géologiques. Ça peut être même des montagnes ou des volcans, qu'on peut tout à fait inclure dans ce patrimoine naturel et qui participe du patrimoine mondial de l'UNESCO. 9, être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours. Bon, encore une fois, là, on est sur le patrimoine naturel. Et enfin, le 10, c'est aussi le patrimoine naturel, contenir des habitats naturels les plus représentatifs pour la conservation de la diversité biologique. Donc, on voit qu'à côté du patrimoine culturel, qui peut être matériel ou immatériel, il y a aussi un patrimoine culturel. Bref, le patrimoine est une réalité extrêmement diverses.